principe, c'était d'essayer de présenter en 20-30 minutes, 30 minutes maximum, et puis qu'on prenne 10 à 15 minutes de discussion. Parce que comme vous l'avez vu, il faut vraiment qu'on essaie de respecter le programme, en tout cas le programme journalier, pour arriver samedi, Inch'Allah, à finir l'ensemble des questions. Donc, vous pouvez commencer. Vous pouvez commencer aussi. Bonjour, chers professeurs, bonjour, chers collègues. Nous allons vous présenter le cours sur les convulsions néonatales qui a été préparé par Maud Douguet et moi-même, Auxil. Nous allons suivre le plan ci-après. Nous aurons au premier grand point généralité avec définition, intérêt et rappel. Deuxième point, diagnostic positif, en passant par la circonstance des découvertes, manifestations cliniques, la paraclinique. Troisième point, diagnostic de retentissement. Quatrième point, diagnostic différentiel. Cinquième point, diagnostic étiologique avec l'enquête étiologique et les étiologies. Sixième point, le traitement pour finir avec une conclusion. Le premier point généralité, comme définition, nous disons que les convulsions néonatales, ce sont des anomalies paroxystiques d'une fonction neurologique motrice, comportementale ou neurovégétative, avec ou sans modification de la conscience, suite à une décharge électrique synchrone d'un groupe de neurones survenant pendant la période néonatale. Alors, pour ce qui est de l'intérêt, sur le plan épidémiologique, les convulsions néonatales sont un symptôme très fréquent qui va de l'ordre de 0,1 à 1,5% des nouveau-nés. Et cette incidence est même plus élevée chez les prématurés et les nouveau-nés à terme, mais qui ont un faible poids de naissance. Et l'âge de survenue, dans la majorité des cas, ou encore entre 60 et 80% des cas, c'est avant la première semaine. Et plus souvent, donc les 2 premiers jours, beaucoup plus. Et le tiers des cas survient après le 7e jour. Sur le plan diagnostique, les convulsions néonatales constituent un polymorphisme clinique varié. Donc, il existe plusieurs types de manifestations que nous verrons plus tard. Et sur le plan imagerie, l'électroencéphalogramme est très important, d'autant plus que dans certains cas, nous aurons des convulsions infracliniques. Et pour ce qui est du pronostic, les convulsions néonatales ont un effet délétère sur le cerveau du nouveau-né qui est immature et en plein développement, ces convulsions ont un risque de survenir, sont responsables de l'infirmité motrice cérébrale, de l'épilepsie, et dans des cas très graves, elles peuvent conduire au décès. Le pronostic dépend également de l'étiologie des convulsions ainsi que de l'étendue des lésions cérébrales. Troisième point rappel. Pour ce qui est du point de vue physiologique, donc le potentiel de membrane d'un neurone est la résultante de la différence de concentration des différents ions dans les secteurs intra- et extracellulaires. Donc, le flux de certains ions comme le calcium et le sodium produit une dépolarisation de la membrane, ce qui va conduire à l'augmentation, l'influx nerveux d'une cellule à une autre. Il existe aussi un maintien du potentiel membranaire qui est réalisé par la pompe ATP dépendante avec la sortie du sodium et l'entrée du potassium et de l'hydrogène. Il existe aussi, sur le point toujours physiologique, un équilibre entre les neurotransmetteurs excitateurs, ici c'est l'acide glutamique, et le neurotransmetteur inhibiteur qui est le GABA. Parlons à présent de la physiopathologie de façon générale. La convulsion, c'est au fait une décharge électrique synchrone excessive par dépolarisation des neurones du système nerveux central. Donc, cette dépolarisation peut être due à plusieurs facteurs ou plusieurs mécanismes. Donc, on peut assister à une diminution de l'énergie qui va altérer la pompe sodium-potassium ATP. Deuxième mécanisme, on a soit un excès de neurotransmetteurs excitateurs tels que, comme nous l'avons dit, l'acide glutamique, ou encore un déficit des neurotransmetteurs inhibiteurs. On peut également avoir l'altération du potentiel membranaire qui peut survenir à la suite d'une hypocalcémie ou d'une hypomagnésémie qui va aboutir à l'entrée du sodium dans la cellule. Tous ces mécanismes vont conduire à une dépolarisation de la membrane et donc des charges électriques synchrones, ce qu'on appelle convulsion. Alors, particularité ici chez le nouveau-né.
Le cerveau du nouveau-né se caractérise par une synaptogénèse maximale avec des synapses excitatrices qui sont plus importantes par rapport à celles inhibitrices. Il y a donc une surexpression des récepteurs excitateurs tels que le NMDA et le AMPA. Il y a un effet excitateur du GABA dans le cerveau immature. Normalement, le GABA qui est un neurotransmetteur inhibiteur, chez le nouveau-né, donc durant la période néonatale, il agit comme neurotransmetteur excitateur via le cotransporteur 1 sodium-potassium-chlore. Pour la petite histoire est que le chlore est régulé, donc l'activité du chlore est régulée par deux cotransporteurs. Il y a le cotransporteur sodium-potassium 1 qui favorise l'accumulation du chlore dans les neurones immatures et ce cotransporteur est surexprimé la première année de vie. Et le cotransporteur 2 lui favorise la sortie du sodium, du chlore plutôt de la cellule. Et lui, il est en déficit durant la première année. Ce qui explique du fait que nous avons le cotransporteur 1 qui est très élevé, alors que le GABA agit il agit en tant qu'excitateur par le premier cotransporteur, l'effet excitateur est encore plus important. Et tous ces phénomènes conduisent à un état d'hyperexcitabilité physiologique du nouveau-né et donc la susceptibilité aux convulsions est accrue. Ce graphique nous montre juste comment les éléments excitateurs, tels que le GABA excitateur ici, qui est élevé ou qui est important pendant la période néonatale, et au fur et à mesure, au cours du temps, il est en train de baisser. Mais par contre, lorsqu'on regarde la ligne verte, nous avons le GABA inhibiteur qui est moins important pendant la première période de vie et qui va en augmentant. La deuxième image plutôt, nous montre sur le premier point, comme nous l'avons dit un peu plus haut, donc le GABA excitateur qui est important la première année, la première période de vie et qui va en diminuant pour laisser place au GABA inhibiteur, de même que le cotransporteur 1 qui est important pendant la première période de vie qui va en diminuant. Également, toujours dans les particularités, le cerveau du nouveau-né se caractérise aussi par une migration incomplète des neurones, avec des contacts dendrites absents qui sont incomplets et une myélinisation incomplète. Ceci explique que les décharges électriques seront alors localisées soit à un hémisphère ou soit si elles doivent se diffuser, cette diffusion sera lente. C'est pourquoi nous avons plus de crises focales chez le nouveau-né et très exceptionnellement, nous pouvons avoir des crises généralisées tonico-cloniques. Et également, nous avons de la pauvreté des convulsions corticales, c'est-à-dire que les manifestations motrices sont rares. Mais par contre, là, il y a les structures sous-corticales telles que le tronc cérébral, les noyaux gris centraux sont déjà matures, d'où la fréquence élevée des manifestations sous-corticales telles que le mâchonnement, l'apnée ou la cyanose. Toutes ces caractéristiques de la période néonatale